je vous prierai de vous lever et de garder un petit moment de silence en mémoire des 421 victimes de la barbarie de ce régime finissant qui ont été enterrées à la forêt. Je vous remercie. Je disais donc que ce sont 421 victimes de ce régime finissant qui ont été enterrées à la sauvette, à l'abri des regards, et n'eût été la maladresse et l'indignité dans laquelle on les a enterrés, nous n'aurons jamais su, parce que c'est, on va dire, grâce aux odeurs pestilentielles des cadavres, on a su qu'un scandale était en train de se passer à Malbourg, une des 24 communes de Kinshasa, une commune qui est à la fois urbaine et rurale. Et c'est à travers ces 421 victimes, je souhaitais que ce moment de recueillement soit aussi consacré à nos héros dans l'ombre, dont la plupart sont tombés ici, vous le savez mieux que moi, ici au nord du Kivu, au sud du Kivu, bref, dans tout l'est du pays, et qui sont symbolisés par deux hommes, deux de nos frères, des compagnons d'armes, eux à leur manière. Je pense ici au colonel Amadou Ndala et au général. Tout cela nous indique que la bataille est rude. L'adversaire ne lésine sur aucun moyen pour tenter de nous faire taire. Mais nous, de l'UDPS, ce n'est pas pour rien que nous avons 33 ans de vie aujourd'hui. C'est parce que nous en avons vu d'autres. Nous avons défié en son temps la dictature la plus féroce et la plus redoutable d'Afrique. Celle du défunt maréchal Mobutu Sese Seko, qui jurait par tous ses dieux que de son vivant, il n'y aurait jamais de deuxième parti politique au Congo. Et l'UDPS a dit que non, nous vaincrons. Le 24 avril 90, le dictateur versa des larmes du haut de la tribune de Tsélé pour reconnaître le combat de l'UDPS et accepter le pouvoir. Cela doit nous apprendre quelque chose. C'est par notre détermination, par notre abnégation, en regardant la dictature en face et en lui disant que nous n'avons pas peur d'elle, c'est comme ça que nous allons réussir à la vaincre et à la faire reculer. Et voilà pourquoi je félicite en particulier nos compatriotes du Nord Kivu pour avoir regardé la dictature en face et refusé son diktat. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous amenons un message d'espoir, un message d'amour d'abord, et puis d'espoir, pour dire que nos lendemains seront meilleurs que ceux que nous avons vécu de difficiles du passé. Comme vous le savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis 2011, le 28 novembre, il y a eu un scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Ce scrutin, au niveau des présidentielles, avait désigné un vainqueur. Le vainqueur est connu, nous le disons d'ailleurs dans nos slogans, le vainqueur était Étienne Tshisekedi Ouattara. Mais malheureusement, les ennemis de la liberté, les ennemis du Congo en ont décidé autrement. Et par la force des armes, ils nous ont imposé Joseph
Joseph Kabila. Malheureusement pour eux, ils croyaient que ça pouvait rester éternellement, mais toute chose a une fin, même quand on veut manipuler la réalité. Et nous avons été très contents d'apprendre que l'initiative est venue de la communauté internationale, celle-là même qui, au moment où il y a eu le hold-up électoral dont nous avons été victimes, ne voulait pas comprendre que le Congo était en train d'aller en plein dans une crise politique, une crise de légitimité qui allait enrayer la machine du pays vers son développement. C'est ainsi que l'année dernière, sur instruction évidemment des Nations Unies, et après la signature de ce qu'on a appelé l'accord cadre d'Addis Abeba, la MONUSCO, par son représentant spécial, donc M. Martin Kobler, a invité un certain nombre de partis politiques qui, à leurs yeux, remplissaient les critères de représentativité, à raison de 5 pour l'opposition et 5 pour ceux qui nous gouvernent par défi. Et ils nous ont mis autour d'une table, qu'ils ont appelé la table ronde. Et là, nous avions entamé des discussions, parce que, disait le représentant spécial, il y a une crise politique qui nécessite qu'on la désamorce afin d'aller de manière apaisée vers des élections qui se voudraient cette fois-ci crédibles. Donc, s'il dit bien cette fois-ci crédible, c'est parce qu'il y en a eu avant qui n'étaient pas du tout crédibles. Donc, je n'invente rien en vous disant que nous avons été victimes d'un hold-up électoral. Toutes les organisations d'observateurs venus du monde entier ont certifié le caractère illégal, j'allais dire, des résultats des élections de 2011. Qu'à cela ne tienne, nous avons continué, étant combattants, nous avons continué de voir en notre avenir, en notre vérité, la vérité des urnes, nous avons continué à la revendiquer à travers ce que le président va appeler l'impérium, donc c'est-à-dire la récupération de l'effectivité de pouvoir, parce que la légitimité, nous l'avions déjà eue et obtenue à travers les urnes, il fallait donc récupérer le bâton de commandement. Et c'est ce que nous avons appelé l'impérium. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Au début de l'année dernière, le président a été frappé par une indisponibilité due à la maladie, ce qui est inhérent à tout être humain. Et donc, il est resté indisponible jusqu'il y a peu, mais je vous en parlerai vers la fin parce qu'il a envoyé un message pour vous. Et donc, il est resté indisponible, et c'est à ce moment que les entretiens avec la communauté internationale, à travers la MONUSCO, ont commencé. Après la MONUSCO, après la fameuse table ronde, il y a eu d'autres entretiens avec tous les envoyés spéciaux de la communauté internationale. Donc, il y avait là l'envoyé spécial des Grands Lacs. À l'époque, c'était Mme Robinson. Il y avait l'envoyé spécial des États-Unis, à l'époque, c'était M. Russell Feingold. Il y a eu l'envoyé spécial de l'Union africaine, M. Diarra, l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Koen Vervaat, et lui-même, le représentant spécial, M. Martin Kobler, avec qui nous avons eu plusieurs discussions, mais malheureusement, sans les représentants du camp de ceux qui nous gouvernent par défi, qui se font appeler abusivement majorité. Et donc, comme ils n'étaient pas venus parce que leur chef avait, à un moment donné, convoqué les diplomates en poste à Kinshasa pour les danser et leur demander de ne plus jamais réunir des extrémistes, disaient-ils, même pas des opposants, mais des extrémistes dans les ambassades, alors que
le dialogue a déjà eu lieu et par dialogue, il entendait la messe noire, sa messe noire qu'il avait organisée en septembre 2013 et qu'il avait appelé les concertations. Mais vous imaginez bien, la communauté internationale n'a pas du tout fait cas de ces remarques et nous avons continué ces entretiens sans les autres. C'est ainsi que de ces entretiens est sortie la proposition ou la résolution d'organiser un dialogue parce que la communauté internationale estimait qu'il y avait une crise politique au Congo et qu'il y avait de sérieuses raisons de craindre pour l'avenir du Congo et surtout pour le processus électoral qui allait commencer. Donc il fallait organiser un dialogue qui allait inclure toutes les forces représentatives et leur permettre de baliser la voie pour aller vers des élections apaisées et crédibles et pour éviter le scénario catastrophe de 2011. C'est ainsi que nous, à l'UDPS, dans nos discussions, nous avons ajouté cet élément qui nous concerne en plus haut lieu,